Et nous accueillons maintenant Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé, actuellement conseiller maître en service extraordinaire. Éric, quelques propos introductifs. Merci Madame la Ministre de votre présence. Oui, merci beaucoup Madame la Ministre. Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier d'être parmi nous. Je voulais... Voilà, depuis nos premiers échanges, j'espère que vous vous en souvenez, vous étiez présidente de la Haute Autorité de Santé et avec Jean-François Thébault qui était aussi à la Haute Autorité de Santé. Vous avez toujours eu une écoute attentive et un regard bienveillant pour notre profession. Nous étions venus vous présenter un dossier qui nous portait à cœur, qui était la démarche qualité en cabinet de pédicurie podologie. Et vous nous aviez dit que ce projet était remarquable, c'était votre terme. Je voulais vous dire qu'il existe toujours, qu'on essaye de le faire perdurer, qu'on est en train de le faire évoluer. Mais voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça, parce que vous avez toujours eu cette écoute envers notre profession et la profession vous en remercie. Merci beaucoup. Alors effectivement, d'abord merci de votre invitation et pour moi il était absolument naturel d'accepter, car je pense que toutes les professions de santé sont absolument nécessaires à une bonne organisation et à une bonne qualité des soins. Et donc, je traite globalement toutes les professions de santé à égalité. Et j'avais été effectivement très impressionnée par cette démarche qualité mise en place par votre ordre, que je n'avais pas vue dans tous les ordres. Et donc, je suis ravie de savoir que ça perdure encore. Alors, vous m'avez proposé aujourd'hui d'être grand témoin et de parler du système de santé et des grands défis. Et je vais être volontairement provocatrice. Parce que c'est grâce à la provocation qu'on fait bouger les lignes et que l'on marque les esprits. Donc vous allez me pardonner si de temps en temps mes propos vous choquent, mais c'est aussi la liberté qu'on a quand on n'est plus ministre, qu'on n'attend plus rien de personne et qu'on a sa libre pensée, sa libre parole. Libre parole qui est beaucoup en débat aujourd'hui dans notre société. Alors, je vais commencer par dire quelque chose. Notre système de santé n'est pas en crise. Une crise, c'est quelque chose d'aigu, de peu anticipable et pour lequel on met tout en œuvre pour revenir à l'état antérieur. Alors, ça n'est pas aigu, en réalité, nous traversons une période qui dure. C'était largement anticipable et ça a été moyennement bien anticipé depuis 20 ans. Et surtout, les difficultés que nous rencontrons, elles sont liées au fait que nous sommes en train de faire une transformation en profondeur du système de santé et nous allons d'un point A vers un point B. Et en aucun cas, nous souhaitons revenir à la façon dont nous exercions la médecine au XXe siècle. Et donc en fait, c'est cette transformation douloureuse pour laquelle nous sommes au milieu du gué que l'on ressent comme une crise. Et il y a effectivement des difficultés d'accès aux soins, des confrontations entre professionnels sur les compétences, etc. Mais parce que la transformation est en œuvre et que nous allons devoir l'accompagner. Et je parlerai tout à l'heure des freins. Alors, évidemment, pourquoi cette transformation est nécessaire ? D'abord parce que les défis sont immenses. Et les défis que nous avons devant nous, ils ne sont pas français. Ils sont totalement internationaux. Donc les difficultés que nous avons, tous les pays les ont. Alors à plus ou moins grande échelle, mais vraiment pour en avoir discuté avec mes homologues de différents pays du G7 ou du G20, et puis pour ceux qui le savent, j'ai travaillé quand même 2 ans à l'OMS, je suis bien placée pour savoir qu'en réalité ce que vit la France est absolument radicalement identique en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, et c'est parfois même bien pire. Donc, c'est une transformation pour s'adapter aux défis démographiques. C'est quoi ce défi démographique ? On en parle tout le temps. Enfin, je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons gagné en 2 générations plus de 16 ans d'espérance de vie. 2 générations, 16 ans. En moyenne dans le monde, c'est 20 ans en 2 générations. Et c'est vrai pour tous les pays du monde. Le problème, c'est que ce n'est pas 20 ans entre 0 et 20 ans. Ça serait trop beau. C'est 20 ans entre 65 et 85 ans. Et donc, c'est quand même une période de la vie où on consomme infiniment plus de soins. En tous les cas, on a besoin d'un système de santé beaucoup plus qu'à 20 ans. Et donc ça n'a pas vraiment été pris en compte. Quand je dis que c'était anticipable, ça n'a pas été vraiment pris en compte pour dimensionner notre système de santé et dimensionner la démographie des professions. Donc,
20 ans d'allongement de durée de vie en moyenne dans le monde. Si je reviens aux chiffres importants aussi, on parlait de la prévention tout à l'heure et Jean-François a eu raison, ou je crois que c'est peut-être Dominique Potier, un des deux, a dit que notre système de santé avait quand même permis une amélioration de la durée de vie. Oui. Et pas que de l'allongement de la durée de vie, aussi de la durée de vie en bonne santé. Et les derniers chiffres de l'INSEE l'année dernière, en décembre, ont montré qu'après 65 ans, nous avons en moyenne aujourd'hui 12 ans de durée de vie en bonne santé, sans incapacité, sans maladie. En tous les cas, c'est déclaratif, mais ça s'améliore d'année en année. 12 ans pour les femmes et je crois 10 ans pour les hommes. Donc, il y a quand même des indicateurs qui montrent que non seulement on vit plus longtemps, mais on vit plus longtemps en bonne santé. Et c'est quand même notre système de santé, mais aussi probablement notre alimentation, etc. Deuxième défi, il est épidémiologique. C'est lié à l'allongement de la durée de vie, mais c'est aussi lié à nos comportements, à notre mode de vie. Nous avons construit un système de santé dans les années 50 qui était essentiellement fait pour des maladies aiguës, infectieuses, pour des accidents de la route, accidents du travail, très hospitalo-centrés. Et nous avons maintenant, à cause de l'allongement de la durée de vie, essentiellement des maladies chroniques à prendre en charge, beaucoup moins d'accidents du travail, beaucoup moins d'accidents de la route, beaucoup moins de chirurgie en réalité. Et nous avons besoin d'un système de santé centré sur les soins primaires, qui n'a pas du tout été le cas dans les années précédentes. Et du fait de ces maladies chroniques, je vous rappelle que nous étions à 8 millions de personnes en ALD en 2010 et nous sommes à bientôt 12 millions de personnes prises en charge en ALD en 2023, je crois, ou 2024. Jean-François Thébault doit le savoir exactement parce qu'il suit ça de près, mais je crois qu'on a atteint les 12 millions en ALD. Ce sont des maladies chroniques qui nécessitent des prises en charge pluriprofessionnelles. Et vous êtes bien placé pour le savoir avec le diabète. Et je cite votre profession systématiquement dans mes topos parce qu'on a besoin de cardiologues, d'ophtalmos, d'infirmiers, de podologues pédicures, etc. Et donc c'est typiquement le parcours de soins emblématique de ce que doit être une bonne prise en charge d'une pathologie chronique. Donc on doit complètement restructurer un système de santé hospitalo-centré vers des soins primaires pluriprofessionnels. On voit bien les implications que ça a en termes d'exercice. Et moi, je passe mon temps à essayer d'expliquer aux élus locaux qu'il ne sert à rien d'essayer d'attirer un médecin traitant pour prendre en charge une patientèle dans une commune rurale. Tout seul dans son cabinet, ça n'est plus l'exercice que l'on souhaite voir. Et ils ne le comprennent pas. Donc, ils continuent de faire des incitations financières, de créer un cabinet tout neuf pris en charge par la mairie, en espérant avoir un médecin roumain qui s'installe. Non, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons des exercices coordonnés, pluriprofessionnels. C'est l'avenir. Ensuite, nous avons un défi sociétal. La société n'est évidemment plus la même et c'est ce qui explique aussi le malaise des soignants. Nous avons une société plus individualiste qui estime tout le temps qu'elle a des droits et pas souvent des devoirs, qui est plus agressive, notamment vis-à-vis des professionnels de santé, qui est plus impatiente, qui ne comprend pas que de temps en temps il faut pouvoir attendre et qui donc ne va pas hésiter à changer de professionnel, à s'agacer, à dire du mal, à agresser, à utiliser de temps en temps de la téléconsultation parce que ça va plus vite que le médecin traitant, etc. Tout ça entraîne un profond malaise des professionnels et on le voit en fait dans les enquêtes de qualité de vie au travail. Ça n'est pas que les conditions de travail et le fait simplement d'avoir plus de patients ou d'avoir plus de pression liée à des contraintes, à la réglementation, c'est aussi une patientèle qui a considérablement évolué. Et puis, il y a un défi que j'appelle générationnel. Et là, ça touche plutôt les soignants. Les soignants sont loin d'être les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans. Alors, notamment, je peux parler essentiellement de la profession médicale, je connais moins les autres, mais les jeunes médecins ne veulent plus d'un exercice à 80 heures par semaine, comme on le voyait dans les années 80. Ils veulent l'équilibre de la vie professionnelle, vie personnelle. Et aujourd'hui, les jeunes médecins s'installent souvent 3,
4 jours par semaine. En plus, la pénurie médicale fait que les moyens de pression pour les obliger à avoir plus de patients sont faibles. Et donc, nous avons un déficit de médecins non seulement numérique, mais en fait, en temps médical disponible, ce temps médical n'a plus rien à voir à nombre de médecins égal à ce qu'il était il y a 20 et 30 ans. Et de la même façon, à population égale, 65 millions d'habitants, dont on a quasiment 5 millions de personnes de plus de 80 ans, n'est pas du tout la même population que 60 millions de personnes dont la médiane d'âge est de 45 ans. Et donc, on a des besoins en temps médical qui ont infiniment augmenté du fait de l'allongement de la durée de vie et du temps médical disponible qui n'a plus rien à voir à nombre de médecins constants. Et en plus, je pense que c'est à peu près vrai pour toutes les professions. Donc cet écart, ce gap entre les besoins et la proposition de soins en regard explique aujourd'hui les difficultés d'accès aux soins, bien au-delà en fait que simplement ce que veulent dire les chiffres et le nombre de professionnels. Parce qu'en fait, on a plus de médecins qu'on n'a jamais eu aujourd'hui. Donc ce n'est pas le nombre le problème, c'est vraiment la quantité de temps face à la quantité de besoins d'une population vieillissante. Et c'est là où toute la pluriprofessionnalité prend son sens. Et c'est là où on se dit, le temps médical, il faut le réserver à la valeur ajoutée du médecin sur la démarche diagnostique, sur les cas complexes, sur le temps qu'il prend à expliquer à un patient un traitement compliqué, etc. Et il faut rendre aux autres professions, dont beaucoup sont des professions non seulement de santé, mais je regarde Karine, mais des professions médicales, je pense aux pharmaciens, je pense aux sages-femmes, il faut leur redonner des actes médicaux. Et c'est indispensable de faire monter en compétence la totalité des professions de santé. Et j'étais très très heureuse de l'avenant et de la loi RIST sur le fait que vous ayez la primo-prescription, sur l'analyse mycologique de l'impétigo, de l'intertrigo. Enfin, c'est évident, en fait, c'est absolument évident. Toutes ces professions de santé doivent monter en compétence et s'inscrire dans un parcours de soins coordonné où chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a le droit de faire, communique. D'où je vais arriver à mon prochain défi qui est le numérique. On a besoin évidemment de dossiers médicaux partagés. Et pour ça, pour faire une coordination correcte, il nous faut un dossier médical partagé de qualité. Alors j'ai créé en tant que ministre l'espace numérique en santé. C'était une première étape parce que le dossier médical partagé était encalaminé à la CNAM depuis des années. L'espace numérique en santé a une vision plus large. Il vise aussi à proposer sur cet espace numérique des applications de suivi, des applications de bien-être pour que les patients puissent s'emparer de ce dossier. Mais l'importance pour moi, c'est que toutes ces informations, évidemment, soient accessibles à l'ensemble des professionnels qui interviennent dans la prise en charge et dans le parcours coordonné. Alors, j'ai parlé du défi démographique, du défi épidémiologique, du défi sociétal, du défi générationnel. Défi numérique, on a très peur, évidemment, tous de l'IA, qu'on nous présente évidemment comme un outil dont on ne saura pas forcément maîtriser tous les aspects. Moi, je pense que c'est une immense chance, d'abord pour les malades. Je pense qu'en termes de qualité des soins, en qualité des prescriptions, en qualité des analyses, l'IA va nous aider, va être un outil d'efficacité et d'efficience des prescriptions. Alors, ça ne fera pas tout, mais je pense que ça va être un accélérateur, notamment pour les médecins qui, face à un bilan biologique complexe, vont avoir en 3 minutes accès à tous les diagnostics différentiels, ne vont pas avoir des heures de réflexion pour dire est-ce que j'intègre la calcémie, etc. Et sur la qualité des prescriptions. Alors, je suis désolée, je vais prendre mon rôle de médecin. Une dame tout à l'heure a parlé de la vitamine D. Je suis obligée de dire aujourd'hui que la vitamine D, c'est reconnu comme inutile. Les dosages sont inutiles, ça va être déremboursé par la sécurité sociale. Il ne faut pas en prescrire sauf cas très particuliers. Et donc voilà, c'est là où l'IA peut nous aider parce qu'elle apporte tout de suite en fait quelque chose qui est validé scientifiquement par la Haute Autorité de Santé et va aider à la prescription. Ensuite, défi financier. Alors c'est là où je vais être vraiment volontairement provocatrice. Tout le monde dit qu'il faut plus d'argent pour la santé. Aujourd'hui, si on suit la courbe des besoins de dépenses de santé liées au vieillissement de la population
et à l'innovation thérapeutique ou des actes, nous devrions dépenser 4% de plus pour la santé tous les ans. C'est ça la courbe naturelle. C'est une courbe qui est à peu près la même dans tous les pays de l'OCDE. On estime que tous les pays devraient, en gros, à cause de l'allongement de la durée de vie, dépenser 4% de plus. Le problème, c'est que la croissance du PIB, aujourd'hui, elle n'est pas de 4%. Donc, si on dépense 4% de plus chaque année, ça veut dire que chaque année, la part de la richesse nationale que l'on met à la santé augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à 12,3% du PIB en dépenses de santé. Nous sommes le 3e pays au monde. Les USA dépensent 17%, mais c'est un système catastrophique, très mauvais, redondant, plein d'actes inutiles, qui couvre juridiquement les médecins, qui est un système uniquement privé, qui aboutit à faire trop d'actes. Donc on laisse de côté les 17% des Pays-Bas. Mais comparons-nous avec le pays qui est en 2e position, qui est l'Allemagne. L'Allemagne dépense 12,7%. Nous sommes à 12,3%, 3e pays au monde. La moyenne des pays de l'OCDE est à 9,9%. Alors moi, je comprends qu'il faille plus d'argent pour la santé. Je suis bien placée pour le savoir, je suis professionnelle, j'ai été ministre de la Santé. Mais il y a un vrai débat de société. Je pense que nous avons aussi besoin de dépenser plus pour l'école. Je pense, et malheureusement, que nous allons avoir besoin de dépenser beaucoup plus pour l'armée, parce que nous sommes loin de savoir ce qui va nous arriver. Nous avons besoin de dépenser beaucoup plus pour la recherche et l'innovation et l'investissement dans la science, parce que nous sommes en train de devenir un grand parc d'attractions pour touristes chinois. Aujourd'hui, nous n'investissons plus dans la recherche et l'innovation en Europe, et quand on voit l'essor des États-Unis, c'est notre assurance vie, la recherche et l'innovation. Donc c'est un débat de société. Est-ce que nous voulons augmenter encore au-delà des 12,3%? Je ne crois pas que ce soit aux professionnels de le dire. Je ne crois pas. Mais par contre, il faut poser honnêtement le débat sur la table. Et vous me direz, mais alors comment on fait? Parce que si la tendance naturelle est de 4%, comment on fait? Et là, c'est mon regard peut-être de professionnel. J'ai fait 25 ans à l'hôpital Necker, j'ai dirigé l'INCa, la HA. Je vois des marges de progression. Et notamment, tout ce que vous faites en exercice coordonné, c'est une marge énorme de progression. Ça évite des redondances d'actes, ça permet de la qualité. Et la qualité, c'est toujours de l'argent gagné. Ça permet de la sécurité des soins. Sécurité, c'est toujours de l'argent gagné. Et donc, je pense qu'on a des marges de progrès sur la pertinence des organisations. Et aujourd'hui, l'OMS évalue à peu près à 20% les actes non pertinents dans le monde. Et quand on regarde les exercices que fait la CNAM sur la non-pertinence, la CNAM évalue aussi à 20% des dépenses de santé les actes non pertinents. Donc on a des marges de progrès considérables. Alors je pourrais vous citer des nombres d'actes non pertinents. En radiologie, par exemple. En radiologie, alors on peut appeler ça de l'optimisation. Mais pour avoir été hématologue et avoir eu besoin de scanners corps entier régulièrement dans ma vie, je prescrivais des scanners du haut et du bas pour des lymphomes. Et régulièrement, les malades arrivaient avec un scanner du thorax fait le lundi et un scanner de l'abdomen fait le mardi. C'est de l'optimisation des tarifs, parce que s'il faisait un scanner corps entier, le radiologue touchait 1,5 scans. S'il faisait un scanner du haut et un scanner du bas, un jour d'intervalle, c'était 2 scans. À un moment, il faut réguler. Voilà, moi je pense qu'on ne peut plus se permettre ça. Il y a en plus des professions de santé qui gagnent remarquablement leur vie, et on se demande, est-ce vraiment logique? Pourquoi un radiothérapeute aujourd'hui est à 50 000 € par mois? Est-ce qu'il fait de la meilleure médecine qu'un dermatologue ou qu'un pédiatre? Il y a des tels écarts de salaire, alors que la totalité de nos salaires provient quand même de la sécurité sociale. Je pense que cette réflexion-là aussi, elle doit être mise sur la table. Pas marrant, je ne vais pas me faire des amis, mais je l'assume. Et je pense que si l'on veut transformer radicalement le système, il faut transformer radicalement les rémunérations. Et là encore, je ne vais pas me faire d'amis, je pense que le cadre conventionnel, aujourd'hui, il est daté. Il est daté du XXe siècle. Chaque profession de santé est représentée, elle vient négocier ses actes. Je pense que la rémunération à l'acte ne permet pas la transformation, elle ne permet pas de valoriser les parcours, elle ne permet pas d'avoir des indicateurs de santé publique pertinents. Donc je pense qu'il faut diversifier les modes de rémunération des professionnels. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les actes, mais je pense qu'il faut de la diversification. On l'a fait avec les pharmaciens.
pour leur redonner un rôle de santé publique. Je pense qu'on peut le faire avec plein d'autres professions de santé. Il y a des forfaits structures, il y a des rémunérations sur objectifs de santé publique. Tout ça doit être travaillé, mais pour ça, il faut que le cadre conventionnel prennent en compte l'exercice partagé, permettent justement des négociations beaucoup plus collectives, prennent en compte aussi la téléconsultation, prennent en compte les centres de santé, prennent en compte... Et là, je crois que c'est aussi un défi. Et que si on ne modifie pas le cadre conventionnel, nous ne pourrons pas transformer le système, améliorer les parcours et améliorer les dépenses que nous faisons sur le système de santé. Et alors, je terminerai par... la prévention, puisque c'était le thème de la table ronde de ce matin. Évidemment, la prévention est l'outil ultime, idéal, primordial, comme dirait Jean-François Thébault, de cette transformation. Ça coûtera beaucoup moins cher de ne pas avoir traité de maladie. Et je rejoins complètement Dominique Potier pour dire qu'aujourd'hui, on mélange les pommes et les poires. Il y a toute une partie de la prévention qui est médicalisée, qui repose sur les professionnels de santé. Ce sont les dépistages des cancers. J'espère un jour le dépistage du diabète. On en parlait avec M. Thébault. C'est toute la vaccination grippale. On voit la catastrophe cette année d'une vaccination, d'une couverture insuffisante. Enfin, tout le monde aurait dû se remonter les manches et faire partie en fait de cette dynamique de vaccination antigrippale, toutes les professions. Ça, c'est de la prévention médicalisée. C'est essentiellement de la prévention secondaire, sauf pour les vaccins. Mais la réalité, c'est-à-dire le gros de la falaise aujourd'hui, c'est la promotion de la santé. C'est comment on agit sur les déterminants de santé fondamentaux qui font qu'on est malade. C'est-à-dire la sédentarité, l'alimentation, les comportements à risque, alcool, tabac, addiction, etc. Et ça, on sait que c'est... 30% des cancers aujourd'hui. 30% des cancers sont liés à ces comportements et à ces déterminants de santé. Ça n'est pas nous. Nous, quand nous intervenons en tant que professionnels, c'est déjà trop tard. La promotion de la santé, c'est tout sauf les professionnels. Et c'est là où je veux être provocatrice. Quand on a appelé le ministère de la Santé, ministère de la Santé et de la Prévention, je me suis dit, on n'a rien compris. En fait, il faut un comité interministériel, il faut un délégué interministériel. Ça n'est possible que si les collectivités locales, les entreprises, les écoles, se retroussent les manches pour avoir des actions de promotion de la santé dans tous les milieux. C'est intersectoriel, c'est interprofessionnel, enfin c'est interministériel. Et si on redonne cette responsabilité aux professionnels de santé, on a perdu. On n'a pas les leviers. Le ministre de la Santé est la personne qui a le moins de leviers sur la taxation du tabac, encore que je remercie Pierre-Louis Bras d'avoir remarqué d'avoir monté le paquet à 10 € en 2017. Je rappelle que c'était la première annonce d'Édouard Philippe dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, et j'en étais pas peu fière. Augmentation de 30% du prix du tabac, il l'avait acheté et il l'a présenté comme première mesure. Eh bien, on voit à quel point ça a eu un impact sur le tabagisme en France. Et donc, ces politiques de taxation, ces politiques d'amélioration de l'alimentation dans les cantines, dans les écoles, dans la restauration collective, le fait qu'on permette aux gens de marcher, que les trottoirs n'empêchent pas les gens âgés de tomber, que les transports mettent en valeur la marche à pied, etc., qu'on permette aux vélos de circuler sans danger. Ce sont des politiques qui ne dépendent pas du ministre de la Santé. Je suis volontairement provocatrice parce que tant qu'on continuera de s'emparer de la prévention, sans oublier d'amener tout le monde autour de la table en disant mais nous, on ne peut rien faire sans vous, on aura perdu cette bataille-là sur ce qui va faire en sorte que nos personnes âgées restent en bonne santé. Je rappelle que la dépendance est intimement liée à la maladie, qu'on n'est pas dépendant avant 95 ans si on n'a pas de maladie chronique. Et donc c'est un enjeu non seulement pour notre système de santé, notre système d'assurance maladie en termes de coûts, mais c'est aussi pour un enjeu, la prévention primaire sur les déterminants de santé est un enjeu aussi pour lutter contre la perte d'autonomie et le coût que tout cela aura à l'avenir. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci infiniment, Madame la Ministre. Vous l'aviez annoncé, on n'a pas été déçus.
Vous n'avez pas votre langue dans la poche et dans vos recommandations sur votre presque conclusion, vous êtes déjà dans un programme pour la prochaine présidentielle sur le délégué interministériel qu'il faut sur une santé globale. En vous écoutant, moi je ne suis pas du tout dans le milieu de la santé, je me dis oui, vous avez raison, quand on va chez le médecin, c'est que déjà la prévention n'a pas marché et que tout le système de l'éducation nationale à l'agriculture, alors c'est un peu le One Health, c'est un peu la santé globale. En effet, nous plaidons pour avoir un conseiller auprès du Premier ministre et du Président de la République sur une seule santé. Et donc tout le monde doit se mettre autour de la table. J'ai noté aussi sur les actes non pertinents de 20%. Donc je m'adresse aussi à la conseillère à la Cour des comptes en service extraordinaire. Ça mériterait un beau rapport sur ce sujet-là. Je n'ai pas le droit de m'occuper de la santé à la Cour des comptes. Oui. Je suis dans le secteur défense-armement. Donc je peux vous parler de ça aussi. Mais j'ai noté que nous pouvions saisir la Cour des comptes pour pouvoir faire un rapport sur le sujet qui ne sera pas mené par vous. Vous aviez accepté qu'il y ait quelques questions à vous poser dans la salle, si vous en êtes d'accord. Vous pouvez soit vous asseoir, soit rester debout. Est-ce qu'un micro veut bien circuler? Vous avez la parole, monsieur, ici. Merci d'avoir la gentillesse de vous présenter encore. Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis kinésithérapeute et je vais intervenir tout à l'heure sur la formation. J'ai pris quelques notes parce que ça m'a fait réagir par rapport à la formation et je suis chercheur en sciences de l'éducation. C'est plutôt comme ça que je vais intervenir. Et je suis très content de vous entendre parce que j'ai beaucoup apprécié votre passage au ministère de la Santé, comme je pense pas mal de gens qui ont travaillé à vos côtés. Vous parliez de pertinence des organisations, vous parliez d'actes non pertinents. Je pense qu'en pédagogie, c'est exactement les mêmes constats. C'est-à-dire que la formation des professionnels de santé, partout dans le monde, a les mêmes problèmes, partout. Et en fait, on se rend compte que ces actes non pertinents, ils sont aussi non pertinents pédagogiquement. Nos maquettes de formation ont en moyenne à peu près 80% de cours magistraux, dont on sait qu'ils sont inefficaces. Nos maquettes de formation parlent d'interpro, mais la mettent pas en œuvre. Et après, vous êtes obligé de dire, on va faire de l'exercice coordonné sur le terrain. En fait, on rattrape nos erreurs de la formation. Donc, moi, j'ai une idée sur la prévention de ce mauvais système, c'est justement la formation. Parce qu'effectivement, quand on met en place des organisations après sur le terrain qui visent à finalement pallier aux défauts de formation de nous tous, c'est qu'on a raté. C'est un peu comme quand on va voir le médecin, c'est que la prévention n'a pas marché. Et pour le coup, on a des données. Et si on veut transformer le système, il faut transformer la formation. Et je pense que là, il y a un moyen... Bon, vous n'en avez pas parlé, mais je suis persuadé que vous êtes plus ou moins d'accord avec ce que je vais dire. Mais il faut former ensemble pour travailler ensemble. Mais vraiment, dans les mêmes amphis, avec des vrais groupes, avec des projets communs, dès la formation. Et ça ne se fera pas en mutualisant 3-4 cours ou en faisant une année commune où en fait on est en compétition. Parce qu'en fait, c'est le premier qui va choisir où il veut aller. Donc en fait, on fait une année commune en disant on fait une année commune, mais en fait, on se bat les uns contre les autres. Alors cette année commune, il faut que ce soit une année commune, mais il faut que ce ne soit pas qu'une année commune, il faut que ce soit une formation commune. Et je pense que la proposition de l'Université d'Orléans va dans ce sens, on en parlera tout à l'heure. Je vous remercie de votre intervention. Merci monsieur. Évidemment, je ne peux que souscrire. Donc on a fait pas à pas. La première réforme qu'on a mise en place, c'est le service sanitaire, où on a essayé de mettre justement toutes les professions de santé autour de la table pour essayer que les étudiants se connaissent. Et 3 mois, alors c'était une mesure qui avait été prônée par le président de la République avant d'être élu. Donc on était obligé de la mettre en œuvre. On a vu les difficultés. D'abord parce que les écoles d'infirmières, elles ne sont pas du tout localisées au même endroit que la faculté de médecine, etc. Ça a été d'une complexité folle à mettre en œuvre. Mais l'idée était que les étudiants apprennent à se connaître et travaillent ensemble. Et vous avez raison, aujourd'hui, c'est loin de suffire, c'était vraiment une première étape. On a essayé de faire des cours communs. Mais il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'agenda, etc. La difficulté de toutes les réformes qui concernent les professions de santé, c'est qu'en réalité, et même si l'universitarisation va un peu améliorer les choses, c'est qu'en réalité, les doyens et les universités sont autonomes. Et que quand vous êtes ministre, alors Frédérique Vidal était à l'époque ministre de la Recherche et moi ministre de la Santé, et qu'on a voulu mettre en place une réforme des études de médecine pour attirer de nouveaux profils, etc. En fait, on a eu vraiment
beaucoup de difficultés à faire comprendre la réforme et adopter les réformes. Et certains doyens n'en voulaient pas. Et donc, ils l'ont mise en œuvre de façon catastrophique, avec toutes les dérives dont on entend parler aujourd'hui et les frustrations. Et donc là, c'est aussi une difficulté. C'est qu'il faut travailler avec les présidents d'université et leur faire comprendre ces besoins-là, parce qu'en fait, un ministre n'a pas le levier. Les universités décident, en fait, de leur formation et de la façon dont elles les mettent en œuvre. C'est la limite de votre remarque. Juste si je peux préciser, en fait, Madame la Ministre, vous avez eu ce mérite de lancer la mission universitarisation avec votre homologue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2017, je crois. Enfin, on a fait partie des travaux. C'est 2017. Sur le service sanitaire, en fait, nos professions, ma sœur kiné, je ne sais pas, mais notre profession n'a jamais été intégrée. Ça a été une demande qu'on a faite de façon constante et elle n'a jamais été intégrée. Alors pour différents motifs, notamment peut-être parce que nos formations dans le cadre d'instituts un peu plus privés, dégagées 3 semaines, 1 mois, c'est peut-être compliqué à faire rentrer dans le programme, mais ça n'a jamais été possible. Et en ce sens, le projet d'Orléans prévoit ce temps de service sanitaire aussi pour nos étudiants en pédicurie podologie. Merci en effet d'avoir aussi rappelé qu'il y a de temps en temps des débats contradictoires dans la législative, puisque l'autonomie des universités avec beaucoup de vertus, mais là on en voit aussi les limites. Tout ne peut pas venir d'en haut. Monsieur au fond. Ou madame, pardon. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à tous. Je suis Estelle Parot. Je suis pédicure podologue. Je suis aussi coordinatrice de maisons de santé et je suis investie en région et aussi au national dans le mouvement Avec Santé qui fait la promotion de l'exercice coordonné en maison de santé. Et donc j'ai été donc très contente de vous entendre tout à l'heure parce que je partage avec vous le cadre conventionnel est obsolète. Donc pour le dire à tout le monde, pour que ce soit très clair, les négociations conventionnelles de l'ACI MSP, l'avenant 2, ont commencé au mois de décembre. Ne siègent à cette négociation conventionnelle que les syndicats monoprofessionnels. Voilà. Donc la fédération Avec Santé, qui représente les maisons de santé, je pense qu'on peut dire qu'on est représentatif, notre mouvement n'est pas signataire de cette négociation conventionnelle. Et donc voilà, je voulais souligner cela et donc dire qu'il va falloir que les choses changent et donc il faudrait, je pense, déposer un amendement. Alors, je regrette que les parlementaires soient partis parce que la CNAM hésite, je pense, beaucoup à modifier le cadre, elle a ses habitudes. Moi, je commence à essayer de faire rentrer cette idée dans l'atmosphère. Donc, de toutes les conférences que je donne, je parle du fait qu'il faut faire modifier le cadre conventionnel. Il n'est plus du tout adapté à la médecine du XXIe siècle qu'on veut mettre en œuvre dans cette transformation. Mais on va avoir probablement besoin, si rien ne bouge, d'un texte de loi. Je pense que ça aiderait parce que sinon, en fait, c'est vraiment la limite aujourd'hui à ce nouveau modèle qu'on veut atteindre et à la qualité des soins qu'on veut atteindre. Voilà. Allez-y tous les deux. Merci. Et après, une dernière. Il y a deux remarques en bas et vous prenez la parole juste après. Un instant, monsieur. Allez-y. Merci. Oui, juste sur les un mot, c'était pas l'objet de mon intervention, mais très rapidement sur les conventions négociationnelles. C'est d'autant plus important maintenant qu'à cause de la financiarisation, qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça n'est plus des professionnels de santé que la CNAM a en face. C'est des investisseurs des fonds de pension. Donc c'est vraiment important de revoir ce sujet des conventions. Moi, je voulais revenir sur l'intelligence artificielle et merci de vos propos, Madame la Ministre, sur l'intelligence artificielle. Je crois que c'est en effet une chance, d'abord pour les patients, nous, professionnels de santé, pour avoir un meilleur accès. Et moi, je rêve qu'il y ait de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui dans le DMP, pour pouvoir justement que les professionnels aient une analyse claire de ce qui est dans le DMP et des extractions claires. Mais aussi, ce dont je rêve, je le dis souvent autour du médicament, mais c'est valable aussi, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle dans des modèles de microsimulation, parce que les données, on les a, de l'ONDAM, de la CNAM, etc. Et avec un peu d'intelligence artificielle, on pourrait tout à fait projeter
et anticiper pour pas être dans une crise, justement, anticiper les besoins de santé, anticiper le besoin en professionnels de santé. Et moi, je nourris beaucoup d'espoir, en effet, dans l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. Jean-François, vous vouliez intervenir. Après, une dernière question au fond. Allez-y. Oui, une petite remarque pour aller tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. Mais je crois que au-delà du système conventionnel, qui est caduque, mais c'est bien la convention que les gens se mettent autour de la table pour discuter entre eux. Mais tout notre système de santé en France est basé sur quelque chose d'encore plus archaïque, c'est la charte de la médecine libérale. Et tout s'est construit autour de la médecine libérale dans le système de santé. Pourtant, je suis un fervent défenseur de la médecine libérale et donc de l'exercice libéral. Mais c'est vrai qu'il faudrait repartir de cette base et faire une grande réflexion sur... parce que même l'assurance maladie, c'est construit autour de la charte de la médecine libérale. Pour ceux qui ne savent pas, ça date de 1927, si ma mémoire est bonne. Et ce serait quand même à revoir parce que tout a changé depuis. Tout a changé depuis. Deux interventions au fond, monsieur, et je crois le président de l'Université d'Orléans qui souhaite s'exprimer aussi. Oui, vous m'entendez? Bonjour, Eric Blond, président de l'Université d'Orléans. Je tiens à réagir à ce que j'ai entendu parce que le propos est relativement incomplet. Dans l'autonomie des universités, il n'y a que en santé, et en particulier les facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie, je pourrais faire la liste, qui ne sont pas sous la règle de l'autonomie des universités, puisque les doyens de santé ont défendu un statut dérogatoire soutenu par le ministère de la Santé. Et donc, s'il est une composante qui n'est pas dans ce cadre-là, c'est bien les composantes en lien avec la santé. Et c'est d'ailleurs une des difficultés principales pour les présidents de l'Université d'Orléans, c'est que nous n'avons pas la main. Et oui, et donc le vrai problème pour les universités, c'est que les composantes santé sont des composantes dérogatoires. D'accord. Donc voilà, je tenais à le signaler parce qu'on dit ça vient de l'autonomie des universités. Ben, peut-être que si on avait été au bout de l'autonomie des universités, on n'aurait pas cette difficulté. Merci infiniment de cette remarque parce que voilà, j'ai vraiment appris quelque chose. Alors, tous les doyens ne se présentent pas, enfin en tous les cas dans les discours qui m'ont été opposés, on n'avait pas l'impression d'être une tutelle, en fait. Voilà, si c'est quand même ça que doit faire un ministre, se sentir un peu en tutelle et donc obliger les gens à agir, ça a été quand même extrêmement difficile. Ils n'ont aucune tutelle. C'est là le nœud du problème. Merci de cette information. Merci. Encore une intervention, vous souhaitez? Ah, mais il y en a deux alors. Allez, vous autorisez. Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Hardy, je suis président du syndicat des infirmiers en pratique avancée. J'avais une question, Madame la Ministre. Vous avez beaucoup parlé de l'organisation des soins, je partage la vision du décloisonnement, de l'exercice coordonné. J'exerce en MSP, d'ailleurs à côté d'Orléans, je vois qu'on est très bien représenté. Donc parfait. Ma question, elle est aussi, faut peut-être réfléchir à l'organisation systémique du système de santé, notamment d'avoir une politique pluriannuelle, ça on l'a dit, mais aussi claire entre les administrations centrales, régionales, locales. Et d'ailleurs, ça va rejoindre la prévention, qu'on ait vraiment des actions structurées, coordonnées. Et je pense qu'il y a aussi des choses à faire dans cette organisation pour, par exemple, faire aussi des économies, parce que parfois il y a des doublons, des contradictions, et ça génère des frais. Et je pense que c'est quelque chose d'important et je rejoins aussi Estelle Parot sur la nécessité d'avoir aussi des négociations pluriprofessionnelles. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre intervention, madame. Je crois que vous souhaitiez. Nos amis du Québec, madame la podiatre. Oui. En fait... Allô? Oui, ça marche. En fait, je voulais vous remercier pour votre discours. Vraiment, c'était très inspirant. Ce qui m'a vraiment frappée, c'était quand vous parlez de la pertinence des soins. Pour moi, c'est le cœur du débat parce que nous, ça fait 20 ans que notre programme existe. Donc, les questions que vous vous posez maintenant, on se les est posées il y a 20 ans. Par contre, il y a 20 ans... Puis comme Madame la ministre disait, nous...
on est encore avec des problèmes de pertinence de soins. On est encore avec les mêmes enjeux internationaux dont vous parliez. Vous ne nous avez pas nommés, j'imagine, par politesse parce qu'on est dans la salle, mais vous auriez pu nous nommer parce qu'on a les mêmes enjeux. Et ce que je trouve bien pour vous, c'est que maintenant que vous posez les questions qu'on s'est posées il y a 20 ans, vous pouvez parler de pertinence des soins. Et pour moi, la pertinence d'un soin, c'est d'avoir le bon professionnel au bon moment. Et quand on parle de 4 % qu'on doit augmenter, on est capable, je pense, dans les budgets, si on a le bon professionnel au bon moment, puis qu'on fait des soins pertinents, d'aller chercher ce montant-là. Donc, je pense que de se poser la question à savoir, est-ce que le patient, quand il vient nous voir, c'est nous qu'il devrait voir? Et si c'est pas nous, qu'est-ce qu'on fait pour que le patient aille voir la bonne personne? Et là, on va récupérer des fonds. Et aussi, ça va aider pour le temps médical dont on manque et le nombre de médecins. Donc, si on dit qu'on a le bon nombre de médecins et qu'ils ne veulent pas nécessairement travailler comme il y a 50 ans, les pédicures podologues peuvent prendre la partie que les médecins ne veulent pas prendre. Alors, je pense que de parler de la pertinence des soins dans tous vos débats, ça va vous faire avancer. Et nous, on aurait dû le faire il y a 20 ans. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, pour votre intervention. C'était un très, très bon moment. Merci, Madame la Ministre.